La Tour de Londres, construite en 1078 par Guillaume le Conquérant, non seulement marqua le début d'une ère normande de pouvoir sur l'Angleterre, mais devint également le lieu de certaines des exécutions les plus cruelles et terrifiantes de l'histoire britannique. Stratégiquement située sur les rives de la rivière Thames, la forteresse a été conçue comme un symbole de l'autorité de la monarchie et, au fil du temps, est devenue un endroit où le châtiment le plus brutal était un outil utilisé pour instiller la peur et contrôler. À mesure que le pouvoir anglais se consolidait, la sinistre réputation de la tour, en tant que site de morts publiques et horribles, se consolidait également. Des nobles décapités aux prisonniers anonymes, la tour fut témoin de méthodes d'exécution qui étaient non seulement violentes, mais aussi conçues pour humilier et terrifier. Bien que la majorité de l'histoire se concentre sur la tour en tant que symbole de défense, très peu connaissent l'histoire complète qui se cache dans ses murs. Les exécutions qui y eurent lieu étaient un spectacle macabre, où les vies des condamnés étaient prises de manière des plus grotesques. Les techniques utilisées, certaines plus élaborées que d'autres, étaient aussi impitoyables que le régime qui les ordonnait. La Tour Blanche, à travers l'histoire. Depuis sa fondation en 1078, la Tour Blanche a été l'épicentre de l'histoire britannique, un témoignage de l'habileté de l'ingénierie normande et le cœur battant de la Tour de Londres. Ses murs, s'élevant à 27 mètres de hauteur et avec une épaisseur de base allant jusqu'à 4 mètres et demi, ont été construits en pierre de Kent et renforcés par la pierre de Canaries apportée de Normandie, la patrie de Guillaume le Conquérant. Cette forteresse, véritable chef-d'œuvre de l'architecture normande, dominait l'horizon médiéval de Londres avec sa silhouette imposante. Mesurant 36 mètres de long sur 32 mètres de large, la Tour Blanche était la plus grande structure de ce genre en Europe chrétienne, un symbole de pouvoir qui résonnerait pendant des siècles. L'architecte derrière cette construction monumentale était Gundolf, évêque de Rochester, qui supervisa la création d'une forteresse destinée non seulement à défendre la ville, mais aussi à transmettre l'autorité des nouveaux souverains. Parmi les innovations majeures, on comptait l'entrée, défendue par 4 tours et accessible uniquement par des escaliers en bois, qui pouvaient être détruits pendant un siège, assurant ainsi la sécurité de la forteresse. Au fil des siècles, la Tour Blanche a subi de nombreuses expansions sous différents monarques. Pendant le règne de Richard Cœur de Lion, la construction du fossé autour de la tour commença en 1190, tandis que son frère, le roi Jean, renforçait davantage ses défenses. Cependant, c'est Henri II qui transforma véritablement la tour, ordonnant l'ajout des tours Wakefield et Lanton, qui créèrent des appartements royaux luxueux décorés de tapisseries et de fresques. En 1236, Henri III ordonna que les murs de la chambre de la reine soient décorés de roses et de branches d'hiver et d'été, symbolisant l'opulence et le pouvoir du royaume. La Tour Blanche abritait également une ménagerie royale depuis 1235, comprenant des animaux exotiques comme un ours polaire apporté du roi de Norvège. Cet ours était emmené sur la rivière Thames pour pêcher, une curiosité qui fascinait les Londoniens. Mais la véritable magnificence de la tour résidait dans ces joyaux de la couronne, qui étaient gardés dans la maison des joyaux depuis 1303. Parmi ces joyaux figurait le fameux diamant Cullen, pesant 3 carats et 16 centièmes, le plus grand diamant non taillé jamais découvert. La couronne impériale d'État, par exemple, contient 2868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. En 1671, le colonel Thomas Blood tenta de voler les joyaux, mais après avoir été capturé, le roi Charles II lui pardonna et lui accorda des terres irlandaises. Parmi les nombreux rôles que la Tour Blanche a servi, elle fut également la monnaie royale, où des millions de pennies d'argent furent frappés pendant le Moyen Âge. Les archives montrent qu'en 1279, plus de 4 millions de pennies furent frappés en une seule année. Cela met en évidence le rôle crucial que la tour jouait dans l'économie de l'Angleterre médiévale. Les armureries royales, qui émergèrent sous le règne de la reine Élisabeth Ier, contenaient suffisamment d'équipements militaires pour armer 15 000 hommes, soulignant son rôle en tant que centre de pouvoir et de défense. Au fil des siècles, la Tour Blanche est passée d'une résidence royale à une prison d'État. En 1101, le premier prisonnier enregistré, l'évêque Ranulphe Flambard, s'échappa de manière célèbre en utilisant une corde attachée à un tonneau de vin.
Cette évasion entraîna d'importantes améliorations de sécurité, notamment des barres de fer aux fenêtres. Pendant les guerres des Roses, la tour devint un symbole d'emprisonnement et d'exécution, en particulier dans la Salt Tower, qui abritait des prisonniers accusés de sorcellerie. La tour fut également témoin des tragédies de figures comme Lady Jane Grey, dont la dernière inscription Jane sur les murs de la tour reste un douloureux souvenir de son destin. La tour atteignit sa plus grande pertinence militaire pendant la guerre civile anglaise, lorsqu'elle fut prise par les forces parlementaires en 1642. Les archives montrent que la tour abritait 15 000 armes légères, 200 barils de poudre à canon et de nombreux canons. Le connétable de la tour, Sir John Byron, se rendit sans résistance, ce qui amena le poète royaliste Sir John Denham à déplorer. Ce lieu sacré n'est plus sacré, mais une maison de trahison. La tour devint un symbole de l'instabilité politique qui secoua l'Angleterre pendant cette période. La Tour Blanche continua de jouer un rôle militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, subissant des dégâts causés par les bombardements allemands, notamment pendant le Blitz de 1941. Cependant, son symbole de résistance resta intact. En 1941, Rudolf Hess, le député de Hitler, fut brièvement emprisonné dans la tour, devenant ainsi le dernier prisonnier de haut rang à y être détenu. Les dernières exécutions à la tour eurent lieu en 1941, lorsque Joseph Jacobs, le dernier prisonnier exécuté, fit face à un peloton d'exécution. La Tour Blanche est accompagnée d'une figure mythique qui a captivé l'imagination populaire. Les corbeaux de la tour. Selon la légende, le royaume tombera si les corbeaux quittent la forteresse. Pour cette raison, Charles II ordonna que 6 corbeaux soient toujours maintenus à la tour, et aujourd'hui 7 sont gardés, les 6 nécessaires plus un de réserve. Ces corbeaux sont soignés par le Ravenmaster, et leur présence est censée garantir la stabilité du royaume. Ainsi, la Tour Blanche reste un symbole éternel de l'histoire britannique, un lieu qui a été témoin de trahison, de pouvoir, de secrets et de victoires pendant plus de 900 ans. Chaque pierre, chaque mur et chaque pièce contient les histoires de la nation, en faisant l'un des monuments les plus iconiques du monde. L'art sombre de la mort, les bourreaux de la Tour de Londres. La Tour de Londres, connue pour son architecture imposante et son héritage en tant que prison, est également le cadre de l'une des professions les plus sombres de l'histoire. Les bourreaux, responsables de l'exécution des condamnations les plus publiques et macabres du royaume. Pendant des siècles, ces hommes, redoutés et rejetés par la société, scellaient le destin des figures nobles et royales, et leur profession laissa une marque indélébile dans l'histoire de l'Angleterre. Mais derrière chaque coup de hache ou coup de sorde, il y a une histoire de compétence, de rituels et d'un fardeau psychologique que peu connaissent. Richard Brandon, le bourreau du roi. L'un des bourreaux les plus notoires de la tour fut Richard Brandon, célèbre pour avoir exécuté le roi Charles Ier en 1649. L'exécution du roi pendant la guerre civile anglaise fut un événement historique qui non seulement changea le destin du pays, mais marqua également Brandon à jamais. L'acte fut tellement choquant que, dit-on, le bourreau ne parvint jamais à échapper aux tourments psychologiques qui suivirent. Bien que Brandon reçût une récompense considérable pour sa tâche, 30 livres, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plusieurs milliers de livres, le fardeau émotionnel d'avoir tué un monarque le hanta jusqu'à sa mort. La profession de bourreau, bien que lucrative, avait un prix élevé en termes de stigmatisation sociale. Les bourreaux étaient marginalisés, considérés presque comme des parias de la société. Ils vivaient dans des chambres isolées au sein du complexe de la tour, loin des autres travailleurs et prisonniers, et on leur permettait rarement de participer aux interactions sociales communes. Leur métier les définissait, mais il les condamnait aussi à l'ostracisme. Un autre bourreau qui laissa une sombre marque dans l'histoire fut John Catch, connu pour son incapacité à exécuter son travail avec compétence. Au XVIIe siècle, Catch était célèbre pour ses exécutions ratées, ce qui lui valut les moqueries de la société et le surnom de Jack Catch. Son manque d'habileté devint une sorte de légende urbaine. Il est dit que sa maladresse dans l'exécution des condamnés était si évidente que son nom devint synonyme d'incompétence. Les mauvaises exécutions n'étaient pas seulement un spectacle macabre, mais associaient également la figure du bourreau à la honte et à l'échec. Malgré sa réputation, Catch continua sa profession pendant des années, immortalisé dans les ballades populaires et les rumeurs de l'époque,
étant l'un des bourreaux les plus connus et les moins respectés de l'histoire de la tour. L'art de la décapitation, une technique mortelle. Le métier de bourreau n'était pas aussi simple que de brandir une hache ou une épée. Décapiter les condamnés, surtout parmi la noblesse et la royauté, nécessitait une compétence exceptionnelle. Les bourreaux, travaillant à la Tour de Londres, devaient posséder une grande force physique et une grande précision, car une erreur pouvait entraîner une exécution ratée, augmentant ainsi la souffrance de la victime et l'humiliation du bourreau. La hache, utilisée pour la plupart des exécutions, pesait environ 3,5 kg, avec une lame de 45 cm. Manipuler cet outil nécessitait des années de pratique, car un coup mal dirigé pouvait prolonger la souffrance du condamné. Cependant, dans le cas des exécutions de haute noblesse ou de royauté, l'épée était souvent utilisée. Celle-ci, beaucoup plus difficile à manier, était considérée comme un acte plus honorable, réservé uniquement aux personnes de haute naissance. Dans certains cas, des épéistes expérimentés étaient engagés spécifiquement pour accomplir la tâche, comme cela fut le cas pour l'exécution d'Anne Boleyn, qui fut réalisée par un épéiste habile afin d'assurer une mort rapide et sans douleur. L'échafaud, une scène de la mort. L'échafaud où les exécutions avaient lieu était une structure soigneusement conçue, non seulement pour réaliser l'acte, mais aussi pour s'assurer que la foule puisse en être témoin dans son intégralité. Ces plateformes étaient élevées à environ 15 pieds, 4,5 mètres, permettant aux spectateurs de voir clairement l'exécution. Dans certains cas, comme l'exécution de Lady Jane Grey en 1554, l'échafaud devenait un lieu de grande attention publique où la victime se rendait jusqu'à l'endroit précis de sa mort, souvent avec une prière à la main. Tower Green, un espace privé au sein de la tour, était l'endroit où se déroulaient les exécutions secrètes, loin des regards du public. Dans ce petit espace, mesurant seulement 33 pieds par 24 pieds, 10 mètres par 7, les condamnés faisaient face à leur destin. Le bloc d'exécution, fait de chêne massif, était soigneusement préparé, et de la paille était souvent étendue sur le sol pour absorber le sang, tout cela dans une tentative de maintenir la solennité de l'acte. Les rituels entourant l'exécution étaient à la fois pratiques et symboliques, visant un certain respect envers le condamné, même dans les moments précédant sa mort. Rituels et superstitions, le coût psychologique du métier. Être bourreau n'était pas seulement une question de compétence, cela nécessitait également une grande force émotionnelle. De nombreux bourreaux avaient des rituels spécifiques pour calmer leurs nerfs avant d'exécuter un condamné. Certains, comme Francis Threadkill, un bourreau du XVe siècle, tenaient des journaux personnels détaillés où ils enregistraient les prières qu'ils récitaient avant chaque exécution et les superstitions auxquelles ils croyaient. La tradition de dormir avec une hache sous l'oreiller ou de réciter des prières spéciales avant chaque acte fatal faisait partie de la préparation mentale de ces hommes. De plus, les bourreaux étaient connus pour leurs superstitions. Beaucoup gardaient des morceaux de la corde de pendaison, croyant que cela portait chance. William Marwood, un bourreau du XIXe siècle, poursuivit cette pratique, laissant des témoignages selon lesquels la corde, tout comme les haches et les épées, possédait une sorte de pouvoir mystique influençant le destin de ceux qui les utilisaient. L'impact psychologique sur les bourreaux était profond. Certains, comme Thomas Derek, qui avait commencé sa carrière en tant que criminel avant d'être gracié en échange de son métier, écrivaient dans leurs journaux sur le traumatisme émotionnel qu'ils subissaient. Les nuits suivant l'exécution des condamnés étaient particulièrement difficiles, car les bourreaux étaient souvent hantés par des visions des victimes et par la culpabilité de leurs actes. Le métier de bourreau à la Tour de Londres n'était pas qu'une simple tâche d'exécution. C'était un rôle rempli de responsabilités, de rituels et de coups psychologiques. Au fil des siècles, ces hommes faisaient face non seulement à la mort d'autrui, mais aussi à la mort intérieure de leur propre moralité, sacrifiant leur bien-être émotionnel et leur place dans la société pour accomplir un devoir sombre. Au fil des années, le nom du bourreau devint synonyme de mort et de désespoir, et les échos de ces tragédies résonnent encore dans les couloirs de la tour, où le passé demeure vivant, nous rappelant que la mort, sous toutes ses formes, a toujours été omniprésente. Exécution ratée lorsque la mort ne se déroule pas comme prévu. Tout au long de l'histoire de la Tour de Londres, les exécutions n'ont pas toujours été aussi rapides et nettes qu'on l'aurait espéré. La mort sur l'échafaud, loin d'être un processus ordonné et professionnel,
se transformait parfois en un spectacle macabre de maladresse et de souffrance prolongée. Les exécutions mal réalisées par un bourreau tremblant ou inexpérimenté ont marqué certains des moments les plus sombres de l'histoire de la tour. La brutale exécution de Margaret Pole, 1541, l'une des exécutions les plus infâmes et sanglantes fut celle de Margaret Pole, comtesse de Salisbury, en 1541. À 67 ans, la comtesse refusa de poser sa tête sur le billot, ce qui entraîna une course déchirante de l'exécuteur. L'homme chargé de son exécution, Alexander Burwell, était un jeune homme sans expérience dans le métier, et, voyant la résistance de la noble, il commença à la frapper frénétiquement avec sa hache. Selon les témoignages, la comtesse courut autour de l'échafaud tandis que l'exécuteur la poursuivait, donnant des coups erratiques qui ne parvinrent pas à atteindre leur cible avec précision. Il fallut un total de 11 coups pour enfin mettre fin à sa vie, une scène qui laissa les témoins horrifiés. Burwell, traumatisé par la brutalité de l'événement, abandonna bientôt son poste d'exécuteur et se réfugia dans un monastère du Norfolk. L'échec de l'exécution de Margaret Pole est resté dans l'histoire comme un symbole d'inexpérience et de mépris pour la souffrance humaine, l'une des plus macabres de l'histoire de la tour. La fin malheureuse de Sir Alexander Carew, 1645, ce n'est pas seulement Margaret Pole qui a souffert d'une exécution ratée. En 1645, la décapitation de Sir Alexander Carew devint également un scandale public lorsque l'exécuteur, Ralph Griffin, échoua à plusieurs reprises dans ses tentatives de décapiter l'homme condamné. Il fallut 4 coups pour achever l'exécution, ce qui provoqua une réaction de colère de la foule. Les spectateurs, visiblement outrés, forcèrent Griffin à quitter la scène sous la protection de gardes armés. Ces exécutions désastreuses non seulement ternirent la réputation des exécuteurs, mais transformèrent également l'acte de la mort en un spectacle humiliant pour tous les impliqués. Le drame des pardons royaux. L'un des aspects les plus dramatiques des exécutions à la tour était le pouvoir du monarque d'accorder des pardons dans les derniers moments. Ces interventions inattendues donnaient lieu à des scènes remplies de tension et de désespoir, arrivant souvent trop tard pour sauver les condamnés. En 1483, Sir James Tyrrell était déjà à genoux, prêt à recevoir le coup fatal, lorsqu'un messager arriva avec un pardon royal de Richard III. Le pardon arriva si tard que, selon les rapports, les cheveux de Thiel devinrent blancs sous le choc. Cependant, ce pardon n'empêcha pas Thiel d'être ramené à la tour des années plus tard, cette fois sans aucune chance d'évasion, accusé d'avoir participé au meurtre des princes dans la tour. Un cas tout aussi dramatique se produisit en 1553 avec John Dudley, duc de Northumberland. Alors qu'il montait sur l'échafaud, un messager royal arriva avec ce qui semblait être un pardon, pour révéler qu'il ne s'agissait en réalité que d'un report de l'exécution, permettant à Dudley de témoigner de la mort de son complice, Sir John Gates. Lorsqu'il fut informé de la nature du message, Dudley déplora « Ce retard dans la journée n'est que pour goûter l'amertume de la mort 2 fois. » Protocole de maintenance et outils de la mort. Les bourreaux, bien que redoutés, suivaient également des protocoles stricts pour s'assurer que leurs outils étaient en parfait état. L'entretien des haches et des épées était essentiel pour garantir que les exécutions soient rapides et nettes, bien que parfois, la nervosité ou l'inexpérience de l'exécuteur menait à un échec. En 1597, un inventaire des outils a été documenté, comprenant des haches, des épées et des billots, avec des instructions détaillées de maintenance. Les tranchants des haches devaient être aiguisés avec des pierres de haute qualité et huilés avec de la graisse de baleine pour assurer la coupe la plus nette. Les bourreaux tels que William Rose Warden, 1566-1578, gardaient des registres de l'entretien de leurs outils, y compris des méthodes pour stocker leurs haches dans des étuis en cuir couverts de sel pour éviter la rouille. L'une des pratiques les plus perturbantes consistait à tester les lames de leurs haches sur des citrouilles remplies de vin rouge, une technique macabre utilisée pour simuler la résistance de la chair humaine, avant une véritable exécution. Vêtements et avantages des bourreaux. Les vêtements des bourreaux suivaient également un ensemble de règles rituelles. Bien qu'on puisse penser que le masque noir était destiné à dissimuler l'identité du bourreau, il symbolisait en réalité l'impartialité de la mort. Ces hommes portaient des vêtements sombres, principalement noirs ou gris, ainsi que des tabliers en cuir pour se protéger des éclaboussures de sang.
Lors d'occasions spéciales, comme les exécutions royales, ils pouvaient porter des capes cérémonielles en velours noir. Les bourreaux n'étaient pas seulement rémunérés pour leur travail, mais bénéficiaient également de certains privilèges concernant les effets personnels des condamnés. Après chaque exécution, les bourreaux pouvaient revendiquer les vêtements et autres objets personnels du condamné. Par exemple, après l'exécution de Walter Raleigh en 1618, le bourreau, Richard, garda le manteau en velours et le doublet en soie de Raleigh comme partie de son salaire. Ce privilège de revendiquer les effets personnels des condamnés devint standardisé au XVIIe siècle, et dès l'an 1600, un programme détaillé fut mis en place dictant quels objets pouvaient être réclamés par les bourreaux, tandis que les bijoux et autres objets de valeur devaient être retournés à la famille du condamné. Au fil des siècles, le bourreau fut une figure entourée de peur et de mystère. Les protocoles stricts, les scènes dramatiques de pardon et les exécutions malmenées contribuèrent à une atmosphère de terreur qui persista dans la Tour de Londres. Ces hommes, chargés d'exécuter les sentences de mort, étaient non seulement responsables de l'exécution physique, mais aussi de la gestion du poids psychologique qui accompagnait chaque coup. Sans aucun doute, le rôle du bourreau dans l'histoire de la Tour est l'un des plus sombres et des plus énigmatiques, marqué par la brutalité, le rituel et la terreur. Les légendes et les fantômes de la Tour de Londres. La Tour de Londres, une forteresse emblématique au cœur de la capitale britannique, est surtout connue pour son histoire de pouvoir, de trahison et d'exécution. Cependant, ce qui la distingue véritablement n'est pas seulement sa connexion à la royauté et aux événements historiques, mais les légendes et les fantômes qui semblent habiter ces murs anciens. Avec des siècles d'histoire sombre, la tour a été témoin de morts dramatiques et d'événements surnaturels qui ont laissé une marque indélébile dans la mémoire collective, en faisant un lieu de mystère et de terreur. Les corbeaux, les gardiens mythiques de la tour, continuent de voler au-dessus de ces créneaux, témoins apparemment silencieux, des secrets qui refusent de s'effacer. Les exécutions réalisées au sein de la tour n'étaient pas seulement des moments de carnage et de souffrance, mais aussi des événements chargés émotionnellement et politiquement. L'un des épisodes les plus tragiques et les plus connus de l'histoire de la tour est l'exécution d'Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII et mère de la future Élisabeth Prynne. Le 19 mai 1536, Anne fut conduite à l'échafaud avec une remarquable sérénité, malgré l'angoisse qu'elle a dû ressentir dans ces derniers jours. Dans ses lettres, Sir William Kingston, le constable de la tour, a documenté la grâce incroyable avec laquelle Anne a affronté son destin, mentionnant même que la reine se moquait de l'exécuteur avant sa mort. L'exécuteur choisi, le chevalier français Jean Romeau, fit une coupe si rapide et précise que la tête d'Anne fut tranchée presque avant qu'elle ne termine sa prière. Le récit de Thomas Wyatt, poète et prisonnier à la tour à l'époque, reflète l'angoisse de cet événement. « Ces jours sanglants ont brisé mon cœur », des mots qui résonnent encore aujourd'hui. L'exécution d'Anne Boleyn, marquée par la rapidité du bourreau et la sérénité de la femme condamnée, est devenue l'une des exécutions les plus discutées de l'histoire anglaise. Seulement 18 ans plus tard, une autre reine connut un sort tragique similaire, Lady Jane Grey, la reine des 9 jours. À seulement 17 ans, Lady Jane fut exécutée le 12 février 1554, sur ordre de la reine Marie I, après avoir été proclamée reine lors d'un soulèvement politique. Dans ces derniers moments, la jeune reine fit preuve d'une sérénité impressionnante. Battista Spinola, un marchand italien présent lors de l'exécution, écrivit que « la douceur de son visage surpassait tout ce qu'un être humain avait jamais montré au moment de la mort. » La jeune reine demeura courageuse, récitant des prières jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, son esprit reste l'une des présences les plus documentées à la Tour de Londres. Le personnel de la Tour garde un registre des apparitions, en particulier lors de l'anniversaire de son exécution, beaucoup affirmant avoir entendu sa voix récitant des prières en français, spécifiquement le psaume 51 avant sa mort. Le mystère de la Tour Blanche et la présence des esprits. Mais les fantômes ne se limitent pas aux figures royales. La Tour Blanche, l'un des bâtiments les plus anciens de la Tour de Londres, est connue pour son activité surnaturelle. Selon divers rapports, des fluctuations de température et d'électromagnétisme ont été enregistrées dans cette zone, coïncidant avec des endroits où le sang a été versé lors des exécutions. Dr Elizabeth Chambers,
une chercheuse en paranormal, a documenté en 1999 comment ces fluctuations électromagnétiques coïncidaient avec les événements les plus sanglants de l'histoire de la tour. Selon la chercheuse, l'air semble avoir une mémoire conservant les traces des tragédies qui s'y sont produites, les apparitions de Walter Raleigh et d'autres esprits. Une autre présence qui a été particulièrement active est celle de Walter Raleigh, qui fut emprisonné à la tour avant d'être exécuté en 1618. Son esprit a été si fréquent qu'un grand nombre de gardes de la tour le mentionnent dans leurs récits, qualifiant sa chambre d'antan de « le bureau de Walt ». Raleigh, célèbre pour ses explorations et ses écrits, semble continuer de montrer sa présence lors d'événements académiques. En 2018, lors d'une conférence scientifique à la tour, un groupe de physiciens a signalé des phénomènes étranges. Une odeur de tabac a été détectée et des calculs mathématiques en latin ont été entendus dans une salle vide. Les images des caméras de sécurité ont révélé une silhouette traversant les couloirs de la tour, accompagnée de lumières étranges qui, selon des experts de l'université de Cambridge, pourraient être liées à des modèles théoriques de l'énergie spirituelle. La tour du sel et le palais médiéval. La tour du sel est un autre lieu célèbre pour son activité paranormale. Pendant des siècles, des visiteurs ont rapporté des odeurs étranges de soufre et le bruit de fioles de verre s'entrechoquant, comme si un alchimiste travaillait toujours dans son laboratoire. Cette tour fut utilisée par Henry Croft, un alchimiste du XVIe siècle, qui semble apparemment être toujours présent sur les lieux, même après sa mort. Lors d'une occasion, des lumières bleues ont été signalées inexplicablement brillantes à partir des pierres de la tour, ajoutant une autre couche de mystère au site. Non loin de là, le palais médiéval, un lieu qui abritait autrefois un ours polaire offert à Henri III, est également associé à des phénomènes paranormaux. Des rugissements fantomatiques et des marques de griffes étranges sur les murs, qui disparaissent mystérieusement, ont été enregistrés ici. En 2020, des capteurs de mouvement ont détecté ce qui semblait être le mouvement d'un grand animal dans une pièce vide. Une enquête ultérieure par l'équipe de sécurité de la tour n'a pas permis de trouver d'explication logique. La rencontre surnaturelle de 2024, Catherine Howard. La maison de la reine cache également des secrets. En janvier 2024, un groupe de travailleurs de conservation a vécu une étrange distorsion temporelle lors d'une rénovation. Selon leurs témoignages, pendant plusieurs minutes, ils se sont retrouvés transportés au XVIe siècle, où ils ont été témoins d'une vision surréaliste de Catherine Howard, la cinquième femme d'Henri VIII, courant dans les couloirs, criant miséricorde avant son exécution en 1542. Cet incident a été témoin par 5 travailleurs, qui ont ensuite confirmé que les détails du mobilier et de la décoration correspondaient exactement aux archives historiques de l'époque Tudor. Cette rencontre est devenue l'un des événements les plus récents et les plus inquiétants de la tour. Les gardes et témoignages de l'histoire vivante. Le garde vétéran John Kane, dans son livre Guarding the Ghosts of History in the Tower, réfléchit à la présence persistante des esprits de la tour. Dans ses mémoires, il écrit « La tour est un endroit où les ombres du passé continuent de marcher parmi nous. Les histoires ne sont pas seulement rappelées, elles se reproduisent, comme si le temps lui-même refusait de partir. Les fantômes, comme les corbeaux, semblent être les gardiens invisibles d'un lieu où les histoires de sang continuent de vivre. À la Tour de Londres, l'histoire ne se termine jamais vraiment. Les esprits de ceux qui ont vécu et sont morts là continuent de marquer le passage du temps, nous rappelant que dans ces murs anciens, le passé ne disparaît jamais. Conclusion. La Tour de Londres est bien plus qu'un simple monument historique. Elle est un témoin silencieux de siècles d'histoire où les échos du passé continuent de résonner puissamment. Au fil des siècles, ce lieu a été témoin d'événements dramatiques, de sang versé sur ses sols et de vies arrachées à l'échafaud. Ce qui était autrefois craint comme la porte de la mort est maintenant un rappel de ceux qui y ont vécu et péri, dont les histoires restent vivantes non seulement dans les récits historiques, mais aussi dans les légendes et phénomènes surnaturels qui persistent jusqu'à ce jour. Les fantômes de figures comme Anne Boleyn, Lady Jane Grey et Walter Raleigh, ainsi que les souvenirs des exécutions sanglantes, continuent de remplir les coins de la tour. Les corbeaux, avec leur présence majestueuse, sont devenus des symboles de la mémoire historique de cet endroit, veillant sur les secrets qui se cachent encore dans ces murs de pierre. Au-delà des mythes et des apparitions,
La Tour de Londres est un témoignage de la fragilité humaine et de la permanence de l'héritage historique. Chaque brique, chaque pièce, chaque couloir porte la marque des trahisons, des sacrifices et des leçons oubliées qui nous invitent à réfléchir sur l'histoire du pouvoir, de l'ambition et de l'inévitabilité de la mort. En cet endroit, le temps semble lui-même suspendu, comme si les esprits du passé étaient piégés dans un cycle sans fin, gardant à jamais les secrets et tragédies d'un passé toujours vivant dans le présent.